Au cœur de l'Afrique se niche un village où presque tous les habitants sont blancs, parlent africain et vivent selon des règles absentes des brochures touristiques. Ce n'est ni un décor de cinéma, ni une erreur cartographique. C'est Orania, un lieu bien réel qui bouleverse, déstabilise et remet en question toutes les idées reçues sur l'Afrique du Sud et sur l'Afrique en général. Alors que l'imaginaire collectif associe ce continent à la diversité ethnique, au métissage culturel et aux plaies encore vives du passé, Orania prend le contre-pied. Une communauté fermée, organisée autour d'une identité spécifique, d'une économie propre et d'un fort sentiment d'appartenance. Ici, le quotidien ne s'articule pas autour du tourisme ou du regard des autres, mais autour de la discipline, de la famille, du travail et de la préservation culturelle. Cette vidéo ne cherche pas à provoquer par le bruit, mais à montrer ce que presque personne n'explique sans caricature. La réalité de la vie à Orania, sa raison d'être, ce qu'elle tente de protéger et à quel prix. Nous aborderons les thèmes des femmes, de la famille, de la sexualité et des rôles traditionnels. À propos de la relation complexe et singulière avec les étrangers, des symboles, des rituels, des croyances et des silences qui mettent mal à l'aise même ceux qui y vivent. Ce n'est ni une destination, ni une idéologie, ni une attraction touristique. Orania est une expérience sociale vivante, et la comprendre vous oblige à remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur l'identité, la coexistence et l'avenir des communautés humaines. Arrivé à Orania, la ville qui refuse d'être découverte. Parvenir à Orania n'est pas le fruit du hasard. Ici, pas d'enseigne lumineuse, pas de campagne publicitaire, pas d'itinéraire balisé pour le visiteur curieux. Son emplacement, dans la région aride du Cap-Nord en Afrique du Sud, semble d'une précision chirurgicale. Loin des grands centres urbains, entouré de paysages secs, immenses et silencieux, où l'horizon s'étend au-delà de ce que l'esprit a l'habitude de percevoir. Les routes qui y mènent n'incitent pas à la hâte. Ce sont de longues lignes droites, parfois en mauvais état, avec peu de stations-service et des villes qui apparaissent et disparaissent comme des mirages. À l'approche, le sentiment est clair. On n'entre pas dans un lieu conçu pour être visité, mais dans un endroit qui tolère avec prudence l'arrivée du monde extérieur. Les premiers panneaux ne misent ni sur le charme ni sur l'histoire. Ils sont fonctionnels, austères, presque froids. Pas de couleurs vives, ni de symboles destinés à attirer l'attention. Tout concourt au même message. Ici, on ne fait pas que passer. Lorsqu'on franchit enfin le seuil d'Orania, l'impact n'est pas visuel mais psychologique. Rue propre, maisons bien rangées, absence de chaos. Un ordre discret, mais imposant. Le visiteur éprouve une sensation difficile à décrire, celle d'être observé sans que personne ne le regarde directement. Il n'y a pas d'hostilité manifeste, mais pas d'accueil enthousiaste non plus. Orania ne rejette pas d'emblée, elle évalue. Chaque geste, chaque question, chaque silence semble participer à une scrutation tacite. Ce choc psychologique initial est essentiel. En Afrique du Sud, pays marqué par une histoire de ségrégation, de conflits et de réconciliation forcée, Orania est perçue comme un corps étranger. Elle ne correspond pas au récit officiel de l'arc-en-ciel culturel que l'État promeut depuis la fin de l'apartheid. Et pourtant, elle existe légalement, paye ses impôts, gère son territoire et est régie par des règles internes acceptées par ses habitants. Pour le visiteur étranger, qu'il soit européen, latino-américain ou même sud-africain d'une autre région, le malaise ne provient pas d'une menace explicite, mais de l'absence de repères familiers. La logique habituelle de l'hospitalité, de la consommation ou des loisirs ne s'applique pas ici. Il n'y a ni guide souriant, ni expérience préfabriquée. Il y a la routine, le travail et une nette démarcation entre nous et eux. L'un des aspects les plus déconcertants est la facilité avec laquelle les habitants vivent cette séparation. Pour eux, Orania n'est ni un symbole ni une provocation. C'est leur foyer. Les gens marchent d'un pas assuré, les enfants jouent sans surveillance constante et les adultes travaillent dans des secteurs aussi variés que l'agriculture, le bâtiment et le commerce local. Tout semble calme, mais pas détendu. Il y a une différence importante. Pourquoi Orania ne se promeut-elle pas?
parce qu'elle n'en a pas besoin et, d'une certaine manière, n'en a pas envie. La communauté a été claire dès sa fondation. Elle ne recherche ni une croissance incontrôlée ni l'attraction des foules. Chaque nouvel habitant fait l'objet d'une évaluation interne. Chaque visiteur est, par définition, de passage. L'objectif n'est pas de convaincre, mais de préserver. Cette attitude engendre un paradoxe fascinant. Plus le monde tente de comprendre ou de critiquer Orania, plus son image publique se fait hermétique. Les médias internationaux affluent en quête de titres sensationnels. Les habitants répondent par des formules mesurées, de longs silences et une remarquable discipline communicative. Aucun scandale n'éclate au grand jour, mais la transparence n'est pas absolue non plus. L'isolement géographique renforce cette dynamique. Ici, la distance n'est pas seulement physique, mais aussi symbolique. Être loin, c'est penser, agir et interagir autrement. Les visiteurs remarquent alors que le temps s'écoule différemment. Les jours semblent plus longs, les conversations plus mesurées, les gestes plus calculés. Pourquoi une ville blanche existe-t-elle en Afrique? Pour comprendre l'existence d'Orania, il faut remonter plusieurs décennies en arrière et se plonger dans une période de l'histoire sud-africaine qui reste, encore aujourd'hui, douloureuse. Orania n'est pas née pendant l'apartheid, mais après. Ce fait est essentiel et souvent omis, intentionnellement ou par ignorance. Orania a été fondée en 1991, dans les dernières années du régime d'apartheid, alors qu'il était déjà évident que l'Afrique du Sud était au bord d'une transformation politique, sociale et démographique. Tandis que le pays s'orientait vers le suffrage universel et la fin de la domination politique blanche, une partie de la population africaine a commencé à se poser une question rarement abordée publiquement. Quelle place nous restera-t-il lorsque nous n'aurons plus de pouvoir politique? Les Afrikaners, descendants principalement de colons néerlandais, huguenots français et allemands, ne se définissent pas uniquement par la couleur de leur peau. Leur identité repose sur 3 piliers fondamentaux: la langue, l'africain, la mémoire historique et une éthique d'autonomie profondément ancrée. Pendant des générations, ils ont bâti une grande partie des infrastructures agricoles et administratives du pays, mais ils ont aussi été acteurs et bénéficiaires d'un système de ségrégation brutale. Avec la fin de l'apartheid, cette identité s'est retrouvée dans une situation ambiguë, culturellement forte, mais politiquement vaincue. Nombre d'Afrikaners ont choisi de s'intégrer à la nouvelle Afrique du Sud multiculturelle. D'autres ont émigré, et un groupe bien plus restreint a fait un choix différent, celui de se retirer. Orania est né de cette décision, non pas comme une tentative de domination, mais comme une tentative de préservation. Ses fondateurs ont acquis légalement des terres, établi une communauté privée et défini des règles claires. Seules les personnes s'identifiant culturellement comme Afrikaners et disposées à travailler directement dans l'économie locale pouvaient y résider. Ici, pas de main-d'œuvre étrangère bon marché. C'est l'un de ses principes fondamentaux. Ce point est crucial pour différencier 2 concepts souvent délibérément confondus: la suprématie raciale et le séparatisme culturel. La suprématie implique hiérarchie et domination sur autrui. Le séparatisme culturel, dans le cas d'Orania, se manifeste par une auto-exclusion volontaire. Ils ne cherchent pas à gouverner l'Afrique du Sud, ni à imposer leurs normes au-delà de ses frontières. Ils aspirent à un espace qui leur soit propre, où leur langue, leur éducation et leur mode de vie ne soient pas dilués. Cela ne signifie pas pour autant que l'histoire soit idyllique ou confortable. Le passé pèse lourd. De nombreux symboles africanés sont inextricablement liés à l'apartheid, même si Orania évite de les afficher ouvertement. Ici, la mémoire collective ne se vit pas à travers la culpabilité publique ou le repentir discursif, mais plutôt par le retrait. C'est une stratégie silencieuse. Ne pas confronter le récit officiel ni s'y soumettre. Que craignent-ils de perdre? Plus qu'ils ne veulent bien l'admettre. Ils craignent la disparition de l'afrikaans en tant que langue vivante en dehors du foyer. Ils craignent que leurs valeurs, la famille nucléaire unie, les rôles traditionnels, l'engagement communautaire, ne deviennent obsolètes ou ne soient ridiculisés. Ils craignent, par-dessus tout, de dépendre d'un État qu'ils ne considèrent plus comme le leur. C'est pourquoi Orania insiste tant sur l'autosuffisance.
Ses membres produisent une partie de leur énergie, gèrent leur propre système éducatif, maîtrisent leur croissance démographique et développent une économie locale. Il ne s'agit pas d'un geste romantique, mais d'une stratégie défensive. Chaque décision vise à réduire la dépendance vis-à-vis du monde extérieur. Ce qui rend l'histoire troublante, c'est précisément ceci. Orania n'est ni illégale, ni clandestine, et elle ne viole aucune loi sud-africaine en vigueur. Elle s'inscrit dans le cadre constitutionnel qui protège la liberté d'association et le droit à la propriété privée. C'est cette légalité qui dérange le plus ses détracteurs, car elle soulève un débat plus complexe qu'un simple rejet moral. Orania est-elle la solution? Ce n'est pas la question à laquelle ses habitants cherchent à répondre. La question qu'ils se sont posée était différente. Comment survivre culturellement sans pouvoir politique? Et leur réponse a été de se retirer, de s'organiser et de se serrer les coudes. Comprendre Orania ne signifie pas automatiquement la justifier ou la condamner. Cela implique d'accepter qu'elle soit le fruit direct d'une histoire non résolue, de peurs bien réelles et d'une identité qui refuse de disparaître. L'Afrique, en l'occurrence, n'est pas un paysage uniforme. C'est un continent où même ce qui semble impossible existe. La vie quotidienne à Orania. Travail, routine et discipline. À Orania, la journée ne commence ni dans la précipitation ni à l'improvisation. Elle s'inscrit dans une routine bien établie. Ici, la vie quotidienne est conçue pour éliminer la dépendance, non pour maximiser le confort. Ce détail influence tout le reste. La plupart des habitants se lèvent tôt, non par idéalisme rural, mais parce que le travail manuel demeure le moteur de la communauté. L'agriculture en est l'un des piliers. Potager, vergers, production de fourrage et petits élevages. Il ne s'agit pas ici de grandes zones industrielles, mais d'un travail constant, physique et répétitif. La terre n'est pas sous-traitée, elle est travaillée. À côté de l'agriculture, il y a la construction. Orania se développe de manière maîtrisée, mais chaque nouvelle maison, atelier ou bâtiment communautaire est généralement construit par la main-d'œuvre locale. Charpentiers, maçons, électriciens. Beaucoup ont appris leur métier au sein même du village. Ici, faire appel à une entreprise extérieure n'est pas la norme. C'est presque un échec symbolique. L'autosuffisance n'est pas un slogan. C'est une nécessité pratique. Le commerce local complète l'écosystème. Petites boutiques, boulangeries, garages, cafés sans prétention et services de base. On n'y trouve ni grandes marques internationales, ni centres commerciaux. L'offre est volontairement restreinte. La surconsommation est incompatible avec la philosophie locale. Acheter ce dont on a besoin, réparer ce qui est cassé et réutiliser ce qui fonctionne encore. L'un des éléments les plus marquants est la monnaie locale, l'ora. L'ora ne remplace pas le rang sud-africain, mais elle circule au sein du village comme symbole et outil économique. Sa fonction est claire, conserver l'argent à Orania, renforcer le commerce local et limiter la fuite des ressources. Il ne s'agit pas d'un caprice idéologique, mais d'une stratégie économique d'isolement maîtrisée. Un autre principe fondamental est l'absence totale de main-d'œuvre extérieure. À Orania, vous ne verrez ni travailleurs migrants, ni personnel recruté dans les communautés voisines. Tout, du nettoyage des espaces publics à l'entretien des infrastructures, est assuré par les habitants eux-mêmes. Cela a des conséquences directes. La vie est plus dure, plus lente et moins efficace que dans les villes modernes. Mais cela renforce aussi une idée centrale. Personne n'est remplaçable. Le rythme quotidien est régi par des normes sociales claires, bien que peu soient écrites. La ponctualité est valorisée. Le désordre est perçu comme un manque de respect. Les vêtements sont simples, fonctionnels et sans prétention. Il n'y a pas de police omniprésente, mais une vigilance communautaire constante. Tout le monde se connaît, tout le monde observe. Cet ordre visible ne découle pas de la peur, mais de la pression sociale. Dans une petite ville, la réputation est primordiale. Le non-respect des règles, le manque de coopération ou une mauvaise réputation ont des conséquences silencieuses. Moins d'opportunités, moins de soutien, un éloignement accru. Les confrontations publiques sont rares, mais l'isolement est une véritable sanction. De l'extérieur, cette vie peut sembler paisible, voire idyllique.
Mais la réalité est plus exigeante. Ici, il n'y a ni anonymat, ni échappatoire facile, ni place pour l'apathie. La discipline ne s'impose pas par la punition, mais par des attentes constantes. Chacun porte le poids de représenter quelque chose qui le dépasse. La continuité du projet. Les familles élèvent leurs enfants selon cette logique. Dès leur plus jeune âge, ils apprennent que le travail est indispensable, que la communauté prime sur l'individu et que le confort excessif les affaiblit. Ce n'est pas une vie faite pour plaire, mais pour endurer. C'est pourquoi Orania n'est pas un lieu de confort. Elle manque de commodités modernes, offre peu de distractions et exige un engagement constant. Le silence n'est pas apaisant, il est oppressant. L'ordre ne libère pas, il contraint. Et la routine, loin d'être automatique, est une épreuve quotidienne de conviction. Ceux qui restent à Orania ne le font pas par facilité. Ils y restent parce qu'ils croient que ce mode de vie, rigoureux, discipliné et replié sur lui-même, vaut plus que l'incertitude du monde extérieur. Ici, chaque jour est simple en apparence et profondément exigeant au fond. Femmes d'Orania, tradition, caractère et désir contrôlé. Parler des femmes d'Orania exige de dépasser les stéréotypes et d'observer attentivement. Ici, le rôle de la femme ne se définit ni par une soumission passive ni par une liberté individualiste moderne, mais par une structure communautaire conservatrice, délibérément conçue pour préserver le projet culturel du village. Tout, de l'éducation aux relations, est imprégné de cette logique. À Orania, les femmes occupent une place centrale dans la famille, considérée comme la cellule de base de la communauté. La maternité, la stabilité du foyer et la transmission culturelle sont des valeurs explicitement valorisées. Il ne s'agit pas d'une obligation légale, mais d'une forte attente sociale. Nombre de femmes travaillent, étudient ou créent leur propre entreprise au sein du village, mais l'idéal féminin reste profondément lié au rôle de soignante et d'éducatrice de la prochaine génération africanaire. L'éducation reflète cette approche. Les femmes d'Orania reçoivent généralement une solide formation académique de base et, dans de nombreux cas, une formation pratique. Administration, enseignement, soins infirmiers et métiers. L'objectif n'est pas de rivaliser sur le marché mondial, mais de renforcer l'autonomie du village. La réussite professionnelle, telle qu'on la conçoit dans les villes sud-africaines, n'est pas la priorité. Ici, le prestige social se mesure autrement. Engagement, discrétion, stabilité. Sur le plan esthétique, la présence féminine à Orania est discrète. Les vêtements sont fonctionnels, soigneusement choisis, mais sans ostentation. Point de provocation ostentatoire ni d'exhibition du corps. Le langage corporel est sobre. Posture assurée, mouvement mesuré, regard direct mais bref. La féminité ne s'exprime pas par le spectacle, mais par la maîtrise. Paradoxalement, cette retenue est l'une des caractéristiques qui attirent le plus les visiteurs. Ces femmes sont généralement fortes, directes et pragmatiques. Vivre dans une petite communauté où tout le monde se connaît et où la vie n'est pas facile, forge un caractère résilient. Ici, la fragilité théâtrale n'a pas sa place. Les femmes participent activement aux tâches quotidiennes, à l'organisation communautaire et aux décisions familiales. Elles ne sont pas des figures décoratives, ce sont des piliers silencieux. La sexualité, en revanche, est clairement encadrée. Orania défend des valeurs chrétiennes conservatrices, relations formelles, mariage et rejet catégorique de la promiscuité. Le désir n'est pas nié, mais canalisé. Maîtrise de soi, discrétion et cohérence entre paroles et actes sont de rigueur. La vie intime est privée, non discutée, non affichée. Un scandale sexuel affecte non seulement l'individu, mais toute sa famille. Cette réglementation crée une différence radicale avec les femmes des villes sud-africaines, notamment celles du Cap ou de Johannesburg, où la diversité culturelle, la liberté sexuelle et l'expression individuelle sont plus visibles. À Orania, ces modes de vie sont non seulement étrangers, mais potentiellement déstabilisants. La comparaison est inévitable pour tout visiteur. Ici, la liberté est sacrifiée au profit de la cohésion. Lorsque le regard extérieur apparaît, la dynamique se tend davantage. L'arrivée d'étrangers, européens, latino-américains ou autres, éveille la curiosité, mais aussi la méfiance. Les femmes d'Orania ne recherchent ni validation extérieure, ni attention étrangère. L'intérêt peut exister, mais il s'exprime avec discrétion.
Une conversation polie, un sourire fugace, une distance maintenue. L'attirance extérieure, lorsqu'elle se manifeste, s'inscrit dans un cadre strict, empreint de silence pesant. Point de flirt ostentatoire ni de jeu de séduction ostentatoire. Toute tentative de franchir la limite est vite refroidie. Le risque pour la réputation est trop grand. Dans une communauté où le regard est omniprésent, les erreurs ne passent pas inaperçues. Ce contrôle ne signifie pas une absence de désir, mais plutôt sa maîtrise. À Orania, désirer ne suffit pas. Il faut se justifier, s'intégrer et se maintenir. L'émotion sans structure n'a pas sa place. Pour nombre de visiteurs, cela est déconcertant. Une attirance ressentie mais qui ne se concrétise pas. Une tension jamais exprimée. Les femmes d'Orania ne vivent pas pour séduire le monde extérieur. Elles vivent pour préserver. Leur force réside non pas dans les apparences, mais dans la constance. Et leur silence n'est pas vain. C'est une limite. Étranger à Orania. Regard, tension et fascination mutuelle. À Orania, les étrangers ne passent pas inaperçus. Peu importe leur discrétion ou leurs affirmations répétées selon lesquelles ils sont venus simplement observer ou comprendre. La simple présence d'une personne extérieure au projet communautaire active un système d'observation silencieux et précis. Ici, les visiteurs ne sont pas immédiatement rejetés, mais ils ne sont pas non plus accueillis selon les codes habituels de l'hospitalité sud-africaine. Ils sont jugés. Qui vient à Orania? Ce ne sont pas de simples touristes. La plupart des visiteurs appartiennent à 4 groupes facilement identifiables. Journalistes, universitaires, personnes en quête d'inspiration et étrangers européens ou latino-américains ayant entendu parler de ce village comme d'une rareté mondiale. Des créateurs de contenu et des documentaristes sont également présents, mais généralement reçus avec une prudence particulière. Dès le premier contact, la différence est flagrante. À Orania, pas de vendeurs insistants ni de guides improvisés. On y trouve des regards insistants, des conversations brèves et des réponses soigneusement calculées. Le visiteur perçoit presque immédiatement que chacun de ces gestes est observé non pas par une seule personne, mais par toute la communauté. Il ne s'agit pas de paranoïa. Dans une petite ville où tout le monde se connaît, la moindre nouvelle fait l'objet de discussions. Le choc culturel est immédiat. Pour beaucoup d'étrangers, il est déconcertant de découvrir une ville africaine où l'Africain domine l'espace public, où la quasi-totalité de la population est blanche, où la main-d'œuvre extérieure est inexistante et où les symboles historiques africanaires sont affichés sans ambiguïté. La première réaction oscille généralement entre une curiosité sincère et un certain malaise moral. Mais le choc n'est pas à sens unique. Pour les habitants d'Orania, l'étranger représente aussi une menace potentielle pour l'image de la ville, son identité, sa stabilité. Il existe une mémoire collective du regard, des critiques et de l'incompréhension portée par le monde extérieur. Ce souvenir influence chacune des interactions. Les conversations avec les visiteurs sont généralement polies, mais stratégiques. Elles portent sur l'autonomie, la culture, la langue et l'histoire. Les sujets sensibles sont évités ou abordés avec une neutralité soigneusement étudiée. Il ne s'agit pas d'une dissimulation totale, mais plutôt d'une maîtrise du récit. Le visiteur perçoit l'existence de strates qui lui seront inaccessibles. Dans ce contexte, une dynamique complexe d'attraction silencieuse et de distance se met en place. Pour certains étrangers, notamment européens et latino-américains, Orania fascine précisément par sa rigidité. L'idée d'une communauté fermée, avec des rôles clairement définis et des règles strictes, suscite la curiosité, voire l'admiration chez certains. Chez d'autres, elle engendre un rejet immédiat. Du point de vue local, l'étranger suscite un intérêt mesuré. Sa façon de parler, de se mouvoir et de regarder rompt la monotonie des lieux. Mais cet intérêt se traduit rarement par une véritable proximité. Le contact reste superficiel, presque expéditif. Tout excès est perçu comme un manque de respect. Sur le plan personnel, le malaise est constant. Le visiteur a le sentiment de devoir se censurer, choisir ses mots avec soin, éviter les plaisanteries et contrôler ses gestes. À Orania,
L'humour ironique ou la critique légère sont inefficaces. Les faux pas culturels ne se corrigent pas par des excuses, ils sont consignés et mémorisés. On trouve des témoignages de visites tendues, des journalistes accusés de déformer les propos, des équipes de tournage refoulées, des chercheurs qui, après des jours d'entretien, découvrent n'avoir entendu que la version la plus flatteuse du récit de la communauté. Aucune de ces situations ne débouche sur une confrontation ouverte, mais toutes laissent un sentiment de vide. Un cas récurrent est celui du visiteur qui croit avoir créé des liens avec la communauté pour finalement réaliser, au moment de son départ, qu'il n'a jamais été véritablement intégré. La cordialité n'est pas synonyme d'acceptation. À Orania, la frontière entre l'intérieur et l'extérieur est nette, même si elle n'est pas clairement définie. Une fascination mutuelle existe, mais elle est asymétrique. L'étranger repart généralement avec plus de questions que de réponses. L'habitant poursuit sa routine sans changement apparent. Orania n'est pas transformé par la visite. C'est le visiteur qui repart transformé, ou du moins désorienté. Cet équilibre, curiosité sans ouverture, dialogue sans engagement, est l'une des clés de la survie du village. Orania ne se replie pas complètement sur lui-même car il a besoin d'être compris, dans une certaine mesure. Ce qui reste tue. Critique, controverse et zone grise. Parler d'Orania sans aborder les critiques reviendrait à ne révéler que la moitié de l'histoire. Ce village est entouré de controverses, et ce n'est pas un hasard. De l'extérieur, Orania est l'un des endroits les plus tristement célèbres d'Afrique du Sud. Pour beaucoup, il représente une anomalie morale. Pour d'autres, une expérience gênante que personne n'ose affronter. Le mot qui revient le plus souvent lorsqu'on évoque son nom est « racisme ». Les accusations extérieures sont claires et constantes. Orania est accusé de ségrégation raciale, de perpétuer des privilèges historiques et de tenter de préserver une identité blanche dans un pays marqué par le traumatisme de l'apartheid. Les médias internationaux, les militants et certains secteurs de la société sud-africaine perçoivent ce projet comme une version moderne de l'isolement racial, même s'il se présente sous un jour culturel ou linguistique. De ce point de vue, le fait que la communauté limite l'accès à la résidence aux Afrikaners blancs est interprété comme une discrimination pure et simple, quels que soient les arguments juridiques invoqués. Pour de nombreux critiques, quelle que soit la manière dont on la présente, une communauté qui exclut des personnes en raison de leur appartenance ethnique est indissociable d'une logique raciste. La réponse officielle d'Orania est différente et soigneusement élaborée. Ses dirigeants insistent sur le fait qu'il ne s'agit pas de suprématie raciale, mais d'autodétermination culturelle. Ils affirment que l'Afrique du Sud reconnaît le droit des communautés culturelles à se préserver et qu'Orania n'empêche personne de vivre en dehors de son territoire ni n'exerce de pouvoir sur d'autres groupes. Selon ce point de vue, Orania n'opprime pas. Elle se distingue simplement. Ils soulignent également que la communauté ne reçoit aucun financement public, n'a pas recours à de la main-d'œuvre extérieure et fonctionne conformément aux droits sud-africains. Pour eux, la différence fondamentale réside entre imposer un modèle et choisir le sien. Ils ne cherchent pas à gouverner l'Afrique du Sud. Ils cherchent à protéger un petit espace où leur langue, leur culture et leur mode de vie ne seront pas dilués. Entre ces deux récits, on trouve des faits vérifiables et des exagérations médiatiques. Il est vrai qu'Orania n'est ni une enclave armée, ni une enclave clandestine. Il n'y a ni milice, ni discours de haine publique, ni appel à la violence. Le village fonctionne au grand jour, accueille des visiteurs, autorise les journalistes et entretient des relations juridiques avec l'État sud-africain. Mais il est tout aussi vrai que l'homogénéité raciale n'est ni accidentelle ni symbolique. Elle est au cœur du projet. Ce n'est pas un effet secondaire, c'est un critère d'appartenance. Et bien que justifiée par des raisons culturelles, cette frontière est difficile à dissocier de l'histoire raciale du pays. C'est là que le débat devient délicat. Les zones d'ombre ne se limitent pas au regard extérieur. Au sein d'Orania, des tensions internes sont rarement abordées publiquement. Tous les habitants ne les vivent pas de la même manière. La pression sociale, la nécessité de se conformer aux attentes sociales, religieuses et familiales peuvent être fortes, surtout pour les jeunes. Certains jeunes grandissent avec le sentiment que le monde extérieur représente une menace constante, tout en étant curieux de le découvrir.
Internet, malgré sa réglementation, ouvre des fenêtres que le village ne peut totalement fermer. Cela engendre des conflits latents entre les générations. Des parents qui voient Orania comme un refuge, des enfants qui la perçoivent comme une frontière. Des tensions économiques existent également. Vivre sans main-d'œuvre extérieure signifie plus de travail, moins de spécialisation et un confort moindre. La prospérité n'est pas partagée équitablement. Dans une petite communauté, les disparités économiques sont plus marquées et le discours sur l'égalité culturelle ne suffit pas toujours à apaiser le ressentiment. L'isolement représente aussi un fardeau psychologique. Vivre dans un environnement où tout le monde se connaît, où la réputation est primordiale et où la marge d'erreur sociale est infime peut être épuisant. L'anonymat n'existe pas. Chaque décision, chaque relation, chaque écart par rapport à la norme est observé, même sans discussion ouverte. Pour certains, cette surveillance implicite est synonyme de sécurité. Pour d'autres, c'est un fardeau. Certains habitants quittent Orania discrètement, sans faire de déclaration publique, disparaissant tout simplement du récit officiel. Leurs raisons sont rarement consignées. Croyances, symboles et théories entourant Orania. Orania ne repose pas uniquement sur des lois, un territoire ou une économie. Son véritable fondement est ce symbolique. Vue de l'extérieur, elle peut sembler être une ville comme les autres, mais pour ses habitants, chaque détail, de la langue au rituel quotidien, remplit une fonction précise, renforcer une identité collective perçue comme fragile et constamment menacée. La langue est l'un des premiers piliers. L'africain n'est pas seulement un moyen de communication, mais aussi une affirmation politique et culturelle. À Orania, parler africain est un acte d'appartenance. C'est la langue utilisée dans les écoles, les églises, les entreprises et les documents internes. La maintenir vivante et dominante est perçue comme une forme de résistance face à un pays où elle a perdu de son importance au profit de l'anglais et des autres langues officielles. Le symbolisme renforce ce récit. Orania possède son propre drapeau, son propre hymne et une iconographie qui fait allusion à l'histoire africanée. Monuments, noms de rues et célébrations commémorent des épisodes historiques spécifiques, souvent ignorés ou critiqués dans le récit officiel sud-africain. Pour les habitants, ces symboles ne représentent pas une simple nostalgie, mais une continuité historique. La mythologie interne n'est pas enseignée comme une doctrine formelle, mais se transmet au fil des conversations familiales, des sermons religieux et des événements communautaires. L'idée centrale est la survie culturelle. Orania se perçoit comme un refuge, non pas pour dominer, mais pour éviter de disparaître. Ce récit est essentiel pour comprendre pourquoi de nombreux habitants rejettent avec autant de véhémence les accusations extérieures de racisme. Au sein du village, la conviction dominante est que l'identité ne survit que si elle est activement protégée. Un mélange excessif, une dilution des coutumes ou une dépendance excessive à des structures extérieures sont perçus comme le premier pas vers la disparition culturelle. Par conséquent, l'autosuffisance n'est pas seulement économique mais aussi morale. Le christianisme réformé joue un rôle fondamental dans ce cadre symbolique. Il ne s'agit pas seulement de foi, mais aussi d'ordre. La religion fournit un cadre éthique clair, définit les rôles, renforce l'autorité familiale et légitime la discipline communautaire. Pour de nombreux habitants, la foi est l'élément qui donne sa cohérence à l'ensemble du projet. Vu de l'extérieur, Orania suscite des interprétations radicalement opposées. Pour certains analystes internationaux, Orania est un modèle d'autodétermination culturelle. Un exemple extrême, mais fonctionnel, de la manière dont une communauté peut s'organiser sans dépendre de l'État central. Pour d'autres, c'est une menace symbolique, un rappel douloureux des divisions raciales que l'Afrique du Sud tente de surmonter depuis la fin de l'apartheid. Les médias internationaux jouent un rôle clé dans cette obsession. Orania est visuellement saisissante, conceptuellement provocatrice et facile à titrer. Les Blancs en Afrique est une expression qui garantit clics, débats et polémiques. Chaque reportage s'accompagne généralement d'un récit préconçu, ce qui renforce le sentiment d'être constamment attaqué. Les théories externes vont des plus bienveillantes aux plus conspirationnistes. Certains voient en Orania un laboratoire social reproductible dans d'autres contextes culturels. D'autres affirment qu'il s'agit d'une bombe à retardement idéologique,
un germe de ségrégation susceptible d'inspirer des mouvements similaires dans d'autres pays. D'autres encore exagèrent son influence, lui attribuant des liens politiques ou financiers non prouvés. Cette attention constante renforce l'isolement psychologique du village. Plus on parle d'Orania de l'extérieur, plus ses habitants se replient sur eux-mêmes. Les critiques extérieures, même légitimes, sont généralement perçues comme des incompréhensions ou de la mauvaise foi. Cela conforte le discours interne du « nous contre le monde ». Orania n'est pas qu'un lieu physique. C'est une croyance en mouvement, un ensemble de symboles, d'histoires et de décisions qui visent à démontrer que l'identité peut être préservée par l'isolement et la discipline. Pour certains, c'est une anomalie qui ne devrait pas exister. Pour d'autres, un avertissement. Pour ceux qui y vivent, c'est tout simplement leur réalité.